en espagnol. C'est un moment pivotal, charnière entre le président Biden, l'ancien président Trump, pour faire un face-à-face pour la prochaine position en tant que président. Il ne reste que quelques mois avant le jour des élections. Bonjour, je m'appelle Dana Bash, je suis correspondante de CNN et correspondante également de State of the Union. Et je suis Jake Jepper. Nous allons co-modérer ce soir. Notre travail est de faciliter un débat entre les deux candidats ce soir. Avant de vous les présenter, nous voulons partager les règles du débat avec le public. Le président Trump sera à gauche de l'écran, le président droite sera à droite. Nous avons déterminé leur position en avance. Ils auront donc des questions. 2 minutes pour une question, 1 minute pour la réponse, 1 minute pour rébuter et 1 minute à la direction modérateur. Quand ce sera le tour pour une personne de parler, leur microphone sera allumé et l'autre microphone sera éteint. Si un candidat interrompt lorsque son microphone sera sur sourdine, il sera difficile de comprendre pour les personnes à la maison. À la fin du débat, chaque candidat aura 2 minutes pour une allocution finale. Il n'y a pas de public sur place. Les notes préécrites ou le contact avec les membres du personnel de campagne ne sont pas permis. En acceptant notre invitation de débattre ici, ce sont les deux mis d'accord d'accepter les règles que nous venons de nous énoncer. Alors, veuillez souhaiter la bienvenue au 46e président des États-Unis, Joe Biden. Et veuillez souhaiter la bienvenue au 45e président des États-Unis, Donald Trump. Messieurs, merci beaucoup d'être ici. Nous allons commencer avec ce débat. Commençons avec l'enjeu que les gens disent et leur préoccupation principale, l'économie. Président Biden, l'inflation a ralenti, mais les prix restent très élevés. Depuis que vous êtes président, le prix des produits de base a augmenté. Par exemple, à l'épicerie, ce que coûtait 100 $ à ce moment-là coûte maintenant plus de 120 $ aujourd'hui. Et les prix des maisons ont augmenté de plus de 30 %. Que dites-vous aux gens qui sentent que c'est pire maintenant depuis votre présidence qu'il ne l'était dans le temps du président Trump? Eh bien, il faut regarder ce qui était là quand je suis devenu président, ce que M. Trump m'a laissé. On avait une économie qui était en chute libre. La pandémie a été très mal gérée. Plusieurs personnes mouraient. Et tout ce qu'il a dit, c'est pas si sérieux. Il faut injecter de l'eau de Javel dans votre bras et tout va être correct. L'économie s'est effondrée. Le taux de chômage a monté à 15 %. C'était terrible. Et alors, ce qu'on a fait, c'est on a rapiécé les choses. C'est ce qu'on devait faire. On a créé 15 000 nouveaux emplois. 800 000 nouvelles emplois dans les usines, mais il y avait plus à faire. La classe moyenne était dans le trouble. Je viens de Scranton, en Pennsylvanie, d'une maisonnée où le prix des œufs, le prix de l'essence, le prix de toutes sortes de choses est important pour nous. Et c'est ça sur quoi je travaille, pour m'assurer que je gère ces problèmes et on va s'assurer qu'on réduit le produit des habitations. On va construire 2,2 millions de nouvelles unités, de plafonner le prix des unités de logement. La raison, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, c'est l'égoïsme des corporations. Si vous regardez ce qui a été fait pendant son administration, il n'a pas fait grand-chose du tout. Avant qu'il parte, tout était en chaos, littéralement le chaos. Et puis, on a rapiécé les choses, on a créé les emplois, on s'est assuré qu'on avait une situation où maintenant le prix des médicaments prescrits sont beaucoup plus bas qu'ils étaient. 15 $ pour le prix de l'insuline par rapport à 400 $. Et donc, on va rendre ça disponible pour tous les Américains et les Américaines. On travaille pour réduire ces prix de produits communs. Merci. Président Trump. Nous avons la meilleure économie de l'histoire de notre pays. Nous n'avons jamais été aussi performants.
Chacun a été ébahi par cela. Les autres nous imitaient. On a été frappés par la COVID. Et à ce moment-là, on a dépensé les fonds nécessaires pour qu'on ne serait pas dans une grande dépression comme on a eu en 1929. Quand on a terminé, on a très bien fait. On a eu beaucoup de crédits pour l'économie, les militaires, aucune guerre et tellement d'autres. Tout allait très bien. Mais ce qu'on n'a jamais eu le crédit pour quelque chose, c'est de nous faire sortir de la COVID, de ce gâchis de la COVID. Lui, il a créé des obligations. C'était une catastrophe pour notre pays. Mais nous avions redonné aux gens d'un pays où les marchés boursiers étaient plus élevés qu'avant la COVID. Personne ne croyait cela possible. Les seuls emplois qu'il a créés, c'est pour les immigrants illégaux et des emplois de retour de la COVID. Il n'a pas fait un bon travail et l'inflation tue le pays. C'est incroyable. Merci, Président Biden. Eh bien, l'économie la plus incroyable au monde, il est le seul qui pense cela. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pense que nous ayons la meilleure économie au monde. Et la réalité, c'est qu'on a une situation où une économie a récompensé les riches. Il y a eu les coupures d'impôts les plus importantes dans l'histoire, 2 trillions de dollars. Il est le seul président, autre que Herbert Hoover, qui a perdu le plus d'emplois qu'il avait lorsqu'il est entré en fonction. Et donc, vous savez, lorsqu'il était président, il tuait encore des gens en Afghanistan. Il n'y a rien fait pour cela. Lorsqu'il était président, on se retrouvait dans une position où vous aviez la notion que nous étions ce pays sécuritaire. La vérité, c'est que je suis le seul président dans ce siècle de cette décennie qui n'a pas de troupes qui meurent en quelque part dans le monde, comme il l'a fait. Président Trump, j'aimerais faire un suivi, si je le pourrais. Est-ce que j'ai le droit de répondre? Vous ferez ce que vous voudrez. Je vous pose une question. Demande une question de suivi. Vous voulez imposer une tarif de 10 sur tous les biens qui entrent aux États-Unis. Comment allez-vous vous assurer que cela ne fait pas augmenter encore plus les prix? Cela ne va pas faire augmenter les prix. Non, c'est qu'il y a des gens qui nous volent depuis des années, comme la Chine et bien d'autres, en toute équité à la Chine. Cela va les forcer à nous donner beaucoup d'argent, réduire notre déficit de beaucoup et nous donner beaucoup de puissance, de pouvoir pour d'autres. Mais lui, il a fait une déclaration. La seule affaire qu'il a eue juste, c'est que moi, j'ai donné la plus grande réduction fiscale et aussi le plus de réduction de paperasserie et d'administration. Et les emplois sont revenus après la COVID et il en prend le crédit. On ne peut pas le faire. Il a hérité 9 d'inflation. Il a hérité presque aucune inflation. Et c'est resté ainsi pendant 14 mois. Et ensuite, ça a explosé, ça a gonflé parce qu'ils ont dépensé de l'argent à gauche et à droite. Des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. C'est peut-être le pire gouvernement, la pire administration. Et pour l'Afghanistan, moi, je sortais de l'Afghanistan, mais on sortait avec dignité, avec la force, avec la puissance américaine. Quand lui, il est sorti, c'était le moment le plus embarrassant dans l'histoire du pays. Président Trump, depuis 8 ans, sous vos 2 administrations, la dette nationale a atteint des records d'élevés. Et d'après des analyses non partisanes, votre administration, président Trump, a approuvé de nouvelles dettes de plusieurs trillions de dollars, alors que maintenant, jusqu'à maintenant, 4,3 trillions. Vous avez, président Biden. Alors, beaucoup des coupures que vous avez faites, Monsieur Trump, vont expirer l'année prochaine, mais vous voulez que ça aille encore plus loin. Aux États-Unis, on a des dettes records et des déficits. Pourquoi est-ce que les corporations et les autres devraient payer encore moins en impôts et taxes que maintenant? Parce que la réduction fiscale a été le moteur de notre croissance. Même après la COVID, c'était tellement fort qu'on a pu traverser la COVID beaucoup mieux que presque tout autre pays. Mais nous avons été là pour faire un moteur d'impulsion à l'économie. Et quand la taxe sur les sociétés a été coupée de 39 jusqu'en bas, et plus que cela, nous avons eu beaucoup plus de recettes avec moins d'impositions et les entreprises ramenaient des billions dans notre pays. Le pays allait à pleine vapeur et nous étions prêts à commencer à rembourser la dette, à nous servir de ce pétrole, de ce gaz qui est dans notre territoire et nous allions avoir quelque chose que jamais avant. On a été frappé par la COVID, on a fait beaucoup pour le réparer. Je lui ai donné une situation incroyable avec tous les vaccins, les médicaments, les thérapeutiques. N'oubliez pas, il y avait plus de gens qui mouraient sous son gouvernement, même si nous avions presque réparé le tout. Il y a plus de gens qui sont morts sous Biden que le nôtre.
que chez nous, et nous étions en plein milieu. Et beaucoup de gens n'aiment pas beaucoup en parler, mais il y avait beaucoup plus de gens qui sont morts sous Biden que sous Trump. Il a fait des obligations pour le masque, les fermetures d'écoles et tout. Il a obligé le vaccin et les gens étaient vraiment tout à fait contre eux. Il a vraiment mal agi. Et moi, je pourrais vous dire, non seulement a-t-il été lamentable là, mais dans le monde entier, on n'est plus respecté comme pays. Il ne nous respecte pas notre leadership, il ne respecte pas les États-Unis. Nous sommes un pays du tiers-monde entre l'instrumentalisation de ses adversaires politiques par le système de justice, tout ce qu'il a fait, on est devenu comme une nation du tiers-monde. Et c'est vraiment une honte, le dommage qu'il a fait à notre pays. Et j'aimerais je vais lui demander pourquoi il a permis à des millions de personnes de rentrer ici de prison et d'hôpital psychiatrique pour rentrer au pays et détruire notre pays. Président Trump, nous allons arriver à l'immigration un peu plus tard dans ce bloc. Président Biden, j'aimerais vous donner l'opportunité de répondre à cette question par rapport à la dette nationale. Il avait la dette nationale la plus élevée pour n'importe quel président pendant une période de 4 ans. Deuxièmement, coupure d'impôts de 1000 billions de dollars a bénéficié aux plus riches. Ce que j'ai fait, moi, par exemple, on a 1000 billionnaires, milliardaires aux États-Unis. Il y a des situations où ils payent 8,2 % en impôts. S'ils payaient 24 ou 25 %, il y aurait 500 milliards de dollars en une période de 10 ans. On pourrait régler la dette et toutes ces autres choses, les soins aux enfants, aux personnes âgées. On renforcerait notre système de santé et on s'occuperait de chaque personne. On s'occuperait de... Merci, Président Biden. Président Trump. Il a raison. Il a tué Medicare. Il est en train de le détruire parce que toutes ces personnes qui rentrent, ils sont sur les services sociaux, sur l'aide sociale. Ils vont détruire l'aide sociale. Cet homme va à lui seul détruire l'aide sociale. Des millions et des millions de personnes qui rentrent. Ils essaient de les mettre sur l'aide sociale. Il va détruire l'aide sociale. Il va détruire l'assurance médicaments. Alors, il a raison comment il a terminé cette phrase. Et c'est vraiment une honte. Ce qui est arrivé à notre pays depuis 4 ans, ce n'est vraiment pas croyable. Les pays étrangers, je suis ami avec bien des gens, ils ne peuvent pas croire ce qui est arrivé aux États-Unis. On n'est plus respecté, ils ne nous aiment plus, on leur donne tout ce qu'ils veulent et ils pensent qu'on est vraiment crétins. Ce que nous faisons pour d'autres pays, et ils ne font rien en retour. Ce que cet homme a fait, c'est absolument criminel. Merci, Président Trump. Dana, c'est la première élection présidentielle depuis que la Cour suprême a enlevé Roe versus Wade. Ce matin, la Cour a également décidé sur un autre cas d'avortement permettant en Idaho d'avoir des avortements en cas d'urgence. Président Trump, c'est vous qui prenez le crédit pour ceci de Roe versus Wade qui a ramené l'avortement dans les États. Par contre, le gouvernement fédéral joue encore un rôle sur la par rapport à si les femmes ont accès à des pilules abortives qui sont utilisées dans environ 2/3 de tous les avortements. En tant que président, est-ce que vous bloqueriez les médicaments contre l'avortement? Avant tout, la Cour suprême vient d'approuver le médicament abortif. Et donc, je suis d'accord avec cette décision d'approuver le médicament qui provoque l'avortement. Et si vous regardez toute cette question que vous posez, c'est complexe, mais pas si complexe que ça. Il y a 51 ans, vous aviez Roe contre Wade et tout le monde voulait le redonner aux États. Les démocrates, les républicains, les libéraux, les conservateurs, chacun voulait le remettre entre les mains des États et les chefs spirituels aussi. Alors moi, j'ai nommé 3 juges de la Cour suprême et ils ont voté contre cet arrêt d'il y a 50 ans et de redonner ce pouvoir aux États. Chacun le voulait. Maintenant, il y a 10 ans à peu près, on a commencé à parler des semaines, combien de ci, de cela pour l'avortement, mais chaque juriste dans le monde entier, les plus respectés, voulait que ce soit ramené aux États. Et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, les États le travaillent. Regardez, Iowa, c'est une décision qui était un peu plus à gauche qu'on l'aurait cru. Le Kansas, je dirais la même chose. Le Texas est différent. La Floride
Floride est différente, mais ils font leurs propres décisions maintenant sur l'avortement. Et aujourd'hui, les États contrôlent le dossier. C'est plus proche des gens, comme Ronald Reagan, je crois, à ces exceptions. Je suis une personne qui croit. Et moi, je pense que c'est important de croire aux exceptions. Oui, des fois, il faut suivre son cœur. Il y a des gens qui n'y croient pas. Mais moi, je crois aux exceptions pour l'inceste, le viol et la vie de la mère. Je crois que c'est très important. Il y a des gens, non, vous suivez votre cœur. Mais il faut aussi se faire élire, car il est question d'autres dossiers. Il faut se faire élire. Le problème qu'ils ont, de l'autre côté, ce sont des radicaux, car ils veulent tuer un enfant au 8e, au 9e mois et même après la naissance. Après la naissance! Regardez l'ancien gouverneur de la Virginie, il était prêt à le faire. Il a dit, on va mettre le bébé de côté et on va déterminer ce qu'on faisait avec le bébé. Ça veut dire qu'on va tuer le bébé. Ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a redonné aux États. Et le pays, maintenant, est en train de se rassembler sur cette question. Ça a été vraiment très bien. Merci, Président Biden. Ce fut une chose terrible, ce que vous avez fait. Le fait, c'est que la vaste majorité des académiques ont soutenu Roe contre Wade. Et l'idée qu'ils étaient tous contre, c'est ridicule. C'est la personne qui dit que les États devraient avoir la juridiction. Nous sommes dans un État où, dans 6 semaines, où vous ne pouvez pas voir un médecin et puis vous aider à décider des circonstances de votre propre vie lorsque vous avez besoin d'aide. L'idée que les États puissent faire cela, c'est comme dire on va retourner les droits civils aux États individuels. Il y a beaucoup de jeunes femmes une jeune femme qui vient d'être tuée et dont il est allé aux funérailles. Et l'idée qu'elle a été tuée par un immigrant, il parle de cela beaucoup, mais voici la vérité. Il y a plus de jeunes femmes qui se font violer par des membres de leur propre famille, leur époux, leurs frères et sœurs. C'est ridicule et ils ne peuvent rien faire pour cela. Merci. Il y a eu beaucoup de jeunes femmes qui ont été assassinées par les mêmes gens qui permettent d'entrer, de franchir la frontière. On a la frontière qui est l'endroit le plus dangereux au monde. C'est vraiment ainsi qu'on le considère, cette frontière du Sud. Et il l'a ouvert. Et ces tueurs qui viennent, qui rentrent chez nous, ils sont en train de violer et tuer les femmes américaines. Et c'est terrible. Quant aux avortements, c'est maintenant revenu aux États. C'est les États qui votent et qui décident. Et dans bien des cas, franchement, c'est une décision très libérale. Et à d'autres moments, c'est très conservateur. Mais ils votent. Et cela redonne cela plus près des gens. C'est ce que les gens voulaient. Il inclut les fondateurs du pays. S'ils avaient connu l'enjeu, ils ne le savaient pas ce que c'était. Mais chacun, Ronald Reagan aussi, il n'a pas réussi. Donc chacun voulait que ce soit retourné aux États. Et beaucoup de présidents ont tenté le coup. Moi, j'ai été celui qui a réussi. Et cela ramène cela plus proche des gens dans une démocratie. Et chaque juriste le voulait ainsi. Alors, sur le sujet de l'avortement, président Biden, 7 États, sur le même sujet, 7 États n'ont pas de restrictions juridiques sur à quel moment, lorsqu'une femme est enceinte, lorsqu'elle peut avoir un avortement. Est-ce que vous soutenez des limites par rapport à quel moment elle peut avoir un avortement? Je soutiens Roe contre Wade, qui avait 3 trimestres. La première fois, c'est entre une femme et son médecin. Deuxième fois, entre un médecin et lors d'une situation d'urgence. Et la troisième fois, le troisième instance, c'est entre la femme et l'État. Et l'idée que les fondateurs voulaient que les politiciens soient ceux qui prennent des décisions à propos de la santé des femmes, c'est ridicule. Aucun politicien ne devrait faire cette décision. Un médecin devrait prendre cette décision. C'est comme ça qu'on devrait gérer l'affaire. C'est ce qu'on devrait faire. Et si je suis élu, je vais restaurer Roe contre Wade. Donc, il peut prendre cette vie au 9e mois et même après la naissance, parce qu'il y a des États démocrates qui décident de l'avortement après la naissance, comme l'ancien gouverneur de la Virginie. On va faire naître l'enfant et ensuite décider s'il vit ou non. Donc, il est prêt à arracher l'enfant au 9e mois. Écoutez, personne n'en veut, ni démocrate ni républicain. Vous mentez. Ce n'est tout simplement pas vrai que Roe contre Wade ne fournit pas les conditions pour cela. Ce ne sont pas les circonstances. La seule circonstance, c'est si la vie de la femme est en danger. Nous ne sommes pas pour les avortements. Sous Roe v. Wade, vous avez un avortement au 3e trimestre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous ne pensons pas que c'est une bonne chose. C'est radical, selon nous. Nous pensons que les démocrates sont les radicaux et non pas les républicains. Pendant 51 ans, c'était la loi. Les académiques ont dit que c'était la bonne chose pendant 51 ans et on nous l'a enlevé.
parce que cette personne met des gens conservateurs à la Cour suprême. Qu'est-ce qu'il va faire s'il est élu et que les républicains MAGA contrôlent le Congrès et qu'il passe une interdiction universelle concernant l'avortement ou à 6 semaines ou à 8 mois? Quelque chose de très conservateur. Est-ce qu'il va le signer? Je vais apposer mon veto. Il va le signer. Merci. Maintenant, par rapport à la migration et la sécurité des frontières, Monsieur Président Biden, il y a beaucoup de migrants qui ont traversé la frontière de manière illégale lors de votre administration. Alors, il y a trop de personnes dans des villes comme Chicago et New York et qui créent dans certains cas des préoccupations de sécurité. Pourquoi est-ce que les électeurs devraient avoir confiance en vous pour solutionner cette crise? Parce qu'on a travaillé très fort pour avoir un accord bipartisan qui a changé cela, mais qui fait en sorte qu'on n'est pas dans une situation où est-ce qu'on n'a pas de circonstances, où est-ce qu'ils peuvent traverser la frontière avec le nombre de personnel de sécurité qu'il y a. On a augmenté le nombre de patrouilleurs et la patrouille de la frontière m'a donné son soutien en passant. Et lorsqu'il était président, il séparait les bébés de leur mère, mettait les enfants dans des cages, s'assurait que les familles étaient séparées. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce que j'ai fait depuis que j'ai changé la loi, voici ce qui s'est passé. J'ai changé la loi pour faire en sorte que maintenant, on est dans une situation où il y a 40 % moins de personnes qui traversent la frontière. C'est un chiffre qui est bien mieux que celui que lorsque lui était en poste. Et par rapport à ce qu'on va faire avec plus de patrouilleurs, c'est ce qu'on va faire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a dit. Je ne pense pas qu'il sait ce qu'il dit lui-même. Nous avions la frontière la plus sécuritaire. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de rien faire. Il a décidé d'ouvrir notre frontière et d'ouvrir le pays à des gens qui sont vraiment douteux, des gens qui sortent de prison, des gens qui sont des fous, des malades mentaux, des terroristes. Nous avons le plus grand nombre de terroristes qui entrent au pays maintenant. Tous les terroristes de partout au monde, non seulement de l'Amérique latine, mais de partout, du Moyen-Orient, de partout. Et là, il rentre ici. Et ce gars-là, il l'a laissé ouvert. Il n'avait pas besoin de loi, car moi, je n'avais pas de loi. J'ai dit, fermez la frontière. On avait la frontière la plus sécuritaire de l'histoire. Dans ces derniers mois de ma présidence, nous avions, selon les agents frontaliers, qui font très bien ça, et je pourrais vous dire qu'ils m'endossent comme président. Parlez-leur, Brandon. Alors, nous avions la frontière la plus sécuritaire. Maintenant, c'est la pire de l'histoire. Il n'y a jamais eu quelque chose de pareil. Les gens meurent à gauche et à droite, y inclut les gens qui arrivent dans les caravanes. Président Biden. Le seul terroriste qui a fait quelque chose à la frontière, c'est lui qui a... la personne d'Al-Qaïda qui a tué 3 soldats américains. C'est le seul terroriste. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun terroriste qui est traversé, mais l'idée qu'ils vident leur prison et qu'on souhaite la bienvenue à ces gens, c'est pas vrai. Il n'y a pas de données qui soutiennent ça. Encore une fois, il exagère, il ment. Président Trump, on va rester sur le sujet de l'immigration. Vous avez dit que vous allez faire la déportation domestique, la plus importante opération dans l'histoire des États-Unis. C'est une citation. Est-ce que ça veut dire que vous allez déporter tous ces migrants sans documents aux États-Unis, incluant les personnes qui travaillent, incluant les personnes dont les épouses ont la citoyenneté et incluant les personnes qui vivent ici depuis des décennies? Et si c'est le cas, attendez, comment? Il a dit qu'on a eu 3 personnes tuées par des terroristes. Nous avons tué al-Baghdadi et al-Soleimani, les 2 plus grands terroristes du monde. Et ça a eu un impact incroyable sur tout le reste, non seulement les frontières, mais surtout. C'est lui qui a tué des gens avec sa mauvaise politique des frontières. Et des centaines de milliers de personnes qui mouraient et aussi qui tuaient nos citoyens quand ils rentrent. Nous sommes en train de vivre dans un nid de guerre, puis ils tuent les Américains en Californie, à New York, dans tous les États, car nous n'avons plus de frontières. C'est une vraie passoire. Chaque État est une passoire. Et à cause de ces politiques ridicules, des politiques de crétins, les immigrants tuent nos citoyens. Nous appelons ça des crimes des migrants, mais moi j'appelle ça des crimes de Biden. On n'a jamais vu une chose pareille. Et vous êtes en train de le dire comme s'il y avait 3 jeunes filles depuis quelques jours.
Je viens de parler à sa mère. Et il y a eu les funérailles, une fille de 12 ans assassinée par un migrant. C'est horrible ce qui se passe, ce qui arrive au pays. En fait, c'est un pays qui n'est plus civilisé. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il a ouvert les frontières. Il n'y a personne qui a vu quelque chose pareil. Et il faut faire sortir ces gens, et rapidement, parce qu'ils vont détruire notre pays. Regardez un peu où ils vivent. Ils vivent dans des hôtels luxueux, à New York et ailleurs. Nos vétérans sont dans la rue, ils meurent, ils sont sans-abri. Ils s'en fichent des militaires qui sont à la retraite, des vétérans, des anciens combattants. Moi, j'avais le plus grand taux d'approbation des vétérans en m'occupant du ministère des vétérans. Et il a tout éliminé. Le choix, par exemple, la liberté de choix pour les vétérans. Ils ont abandonné mes programmes. On a maintenant les meilleurs chiffres et maintenant c'est moins de la moitié parce qu'il a vraiment proposé tout le contraire de nous. Et moi, je pense qu'il a juste annulé parce que c'était mon idée. Mais il a tué tellement de gens aux frontières en permettant à tous ces gens de rentrer comme une passoire. C'est vraiment un jour triste dans l'Amérique. Chaque chose qu'il vient de dire est un mensonge. Chacune des choses. Par exemple, les vétérans sont beaucoup mieux depuis que je suis devenu président. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous sont couverts côté santé. Son groupe, son administration s'est opposé à cela. On a beaucoup de respect pour les vétérans. Mon fils a passé 1 an en Irak et puis est venu avec toutes sortes de maladies, dont une cancéreuse. J'étais récemment en France pour les célébrations du débarquement et j'ai parlé de ces héros qui sont morts. Je suis allé au cimetière de la Seconde Guerre mondiale, là où il a refusé d'aller. Et puis, il y avait ce général qui m'a dit, il a dit que les généraux, ceux qui allaient dans les forces militaires... Président Trump. Avant tout, c'était une citation complètement fabriquée. C'était dans une revue qui n'a plus de tirage. Il l'a mis dans les publicités, on l'a avisé. On a eu 19 personnes qui ont répété. Qui dirait que moi, je suis dans un cimetière et je parle de nos vétérans parce qu'il n'y a personne qui s'occupe mieux. Je suis très content qu'on en parle. C'est lui qui l'a abordé, le sujet. Il n'y a personne qui s'en est mieux occupé de nos soldats que moi. De penser que moi, je dirais aux généraux que ce sont des perdants. On a 19 personnes qui me confirment que c'est une fabrication. Comme la Russie, c'était une fabrication. Comme les 51 agents du renseignement ou les 16 économistes qui disent 51 agents du renseignement qui ont dit que l'ordinateur portable, c'était de la désinformation. Non, c'était pas de la désinformation russe. C'est Hunter Biden qui est derrière ça. Donc, il devrait présenter ses excuses à moi tout de suite. Un général 4 étoiles a dit que vous avez dit que ceux qui étaient dans les forces militaires, ceux qui sont morts, ils sont des nuls et des perdants. Et l'idée que je doive m'excuser pour ça, c'est ridicule. On a fait plus pour les vétérans que n'importe quel autre président de l'histoire des États-Unis. L'obligation sacrée qu'on a en tant que pays est de prendre soin de nos vétérans et de les équiper lorsqu'ils vont en guerre. C'est ce qu'on fait, de s'occuper de leur famille. On fait plus pour les vétérans que n'importe qui. Merci. On va maintenant, par rapport à la politique étrangère, je voudrais commencer avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui est maintenant dans sa 3e année. Ancien président Trump, le président russe Vladimir Poutine dit qu'il ne mettra fin à la guerre que si la Russie peut garder le territoire ukrainien qu'il a déjà pris et si on abandonne les demandes de se joindre à l'OTAN. Nos vétérans, nos soldats ne peuvent tolérer ce gars-là. Ils le détestent. Ils pensent que c'est le pire commandant en chef, si on peut l'appeler ainsi, qu'on n'a jamais eu. Ils le détestent. Alors, soyons francs là-dessus. Et ils m'aiment plus que tous les autres présidents qu'on a eus. Et ça, c'est fondé sur tous les renseignements disponibles. Maintenant, quant à la Russie et l'Ukraine, si nous avions un vrai président, un président qui était respecté par Poutine,
il n'aurait pas osé entrer en Ukraine. Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui, beaucoup plus que vous le savez, que vous le pensez. On pense aux chiffres, mais peut-être vous pourriez les doubler, sinon les tripler. Il n'a rien fait pour l'arrêter. Je pense qu'il a encouragé la Russie. Et je vais vous dire ce qui est arrivé. Il était tellement incompétent en Afghanistan, c'était vraiment une source d'embarras. C'était le moment le plus embarrassant de l'histoire du pays. Quand Poutine a vu ça, et il a vu l'incompétence de Biden, il aurait dû congédier ses généraux, comme ceux que vous mentionnez. Donc, il n'y a pas de problème là. Ils auraient dû congédier ces généraux. Aucun général n'a été congédié pour le moment le plus embarrassant de l'histoire de notre pays. L'Afghanistan, la sortie de l'Afghanistan. On a laissé des milliards d'armements là-bas. On a perdu 13 soldats et 38 soldats ont été oblitérés. En fait, on a laissé des personnes là. Des citoyens américains ont été délaissés. Quand Poutine a vu ça, il dit, vous savez quoi? Moi, je pense qu'on va entrer en Ukraine et peut-être c'était son rêve. J'en ai parlé, c'était son rêve. La différence, c'est qu'il n'aurait jamais envahi l'Ukraine. Jamais, jamais de la vie. Tout comme Israël n'aurait jamais envahi Israël n'a jamais été attaqué par Hamas en un million d'années. Parce que, vous savez, l'Iran était exclu. Ils n'avaient plus d'argent. Ils étaient cassés. Ils n'avaient plus d'argent pour les mosquées, pour Hamas, pour la terreur. C'est pourquoi il n'y avait pas de terreur pendant les 4 années de Trump. Et maintenant, le monde entier est en train d'exploser sous Biden. Président Biden. J'ai jamais entendu tant de foutaises de toute ma vie. On est dans une situation... Allons-y avec ce qu'il a dit. Par rapport à l'Iran, ils ont attaqué les troupes américaines et les troupes ont eu des blessures à la tête. Il a dit, ce n'est que des maux de tête qu'ils ont, c'est tout. Il n'a rien fait pour eux. Troisièmement, on s'est retrouvé dans une situation, si vous regardez ce que Trump a fait en Ukraine, quelqu'un a dit à Trump, faites ce que vous voulez. Et c'est exactement ce que Trump a fait. Poutine l'a encouragé à faire ce qu'il voulait. Et si vous écoutez ce qu'il a dit lorsqu'il est entré, il allait prendre Kiev en 5 jours. C'est ce qu'il voulait rétablir. Il n'a pas été en mesure de le faire. Et ils ont perdu des milliers et des milliers de troupes, 500 000 troupes. Président Trump, pendant 1 minute, oui, je voudrais revenir à ma question d'origine qui était, est-ce que les termes de Poutine sont acceptables à votre avis? Non, c'est inacceptable. Mais écoutez, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Si nous avions un leader dans cette guerre, il a permis à tout le monde de croire ceci et cela. Il a donné 200 milliards ou plus à l'Ukraine. Il a donné 200 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Je ne pense pas qu'il y a des précédents. Chaque fois que Zelensky vient ici, il repart avec 60 milliards de dollars. C'est le meilleur vendeur du monde. Mais moi, je suis pas en train de le critiquer. Je ne me moque de rien. Mais moi, je dis tout simplement que l'argent que nous dépensons sur cette guerre, et nous ne devrions pas dépenser. Elle n'aurait jamais dû se passer. Moi, je vais régler cela entre Poutine et Zelensky comme président élu avant même de prendre le pouvoir le 20 janvier. Je vais régler le dossier. Les gens qui se font tuer avec vraiment... Pourquoi? Inutilement. Moi, je vais régler le problème et rapidement, même avant de prendre le pouvoir. Président Biden, vous avez 1 minute. Le fait, c'est que Poutine, c'est un criminel de guerre. Il a tué des milliers de personnes et il a rendu une chose très claire. Il veut rétablir ce qui faisait partie de l'Empire soviétique. Il veut toute l'Ukraine, c'est ce qu'il veut. Vous pensez qu'il va s'arrêter là? Vous pensez qu'il va s'arrêter s'il prend l'Ukraine? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec la Pologne? Et tous les pays de l'OTAN? Donc, si vous voulez une guerre, voilà, c'est ce qu'il fera. S'il fait ce qu'il dit, et en passant, tout cet argent que l'on donne à l'Ukraine sont pour des... on leur donne les armes qui sont fabriquées aux États-Unis et non de l'argent. Et nos alliés ont financé autant l'Ukraine que nous l'avons fait. C'est pour ça qu'on est fort. Merci. Nous allons maintenant aller au Moyen-Orient. En octobre, le Hamas a attaqué Israël, tuant plus de 1000 personnes et prenant des centaines d'otages. Parmi les otages, il y a 5 personnes des États-Unis. On pense qu'ils sont encore vivants. On a créé donc une crise humanitaire à Gaza. Président Biden,
Vous avez proposé une résolution à ce conflit, mais jusqu'à maintenant, le Hamas n'a pas relâché les otages et Israël continue son offensive militaire à Gaza. Alors, quel levier de plus pouvez-vous utiliser pour faire en sorte que le Hamas et Israël arrêtent la guerre? Vous avez 2 minutes. Tout le monde du Conseil de sécurité des Nations unies, allant jusqu'au G7 et aux Israéliens, on soutient le plan que j'ai mis de l'avant. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est on va échanger les otages pour un cessez-le-feu. Deuxième phase, c'est un cessez-le-feu avec des conditions supplémentaires. Et troisième phase, c'est la fin de la guerre. Les seuls qui veulent que la guerre continue, c'est le Hamas. On pousse toujours très durement pour faire en sorte qu'il accepte. En attendant, qu'est-ce qui se passe en Israël? La seule chose que j'ai niée à Israël ou ne pas donnée à Israël, ce sont les bombes de 2000 livres pour tuer des civils. Non, on a fourni les armes dont ils ont besoin. Et en passant, j'étais celui qui a organisé le monde contre l'Iran lorsqu'il y a eu une attaque aux missiles balistiques en Israël. Il n'y a pas eu d'Israéliens, peu d'Israéliens qui sont tués accidentellement. L'Iran est donc, c'est 2 différentes choses dont on parle ici. Le Hamas, on ne peut pas permettre au Hamas de continuer. En passant, Hamas a été affaibli grandement. Et il devrait être éliminé complètement, mais il faut être prudent par rapport à l'utilisation de certaines armes parmi les grandes populations. Revenons à l'Ukraine un instant. Il y a un océan qui nous sépare. Les nations européennes, ensemble, ont dépensé 100 milliards, peut-être un peu plus, moins que nous. Pourquoi ils ne les appellent pas pour dire « vous devriez les faire payer » comme j'ai fait avec l'OTAN? Ils ont payé des centaines de milliards de plus. Le secrétaire général de l'OTAN dit « Trump a fait le travail le plus incroyable ». Ils allaient être en faillite. On dépensait presque 100% du budget de l'OTAN avant moi. Il ne l'a pas fait. Vous devez forcer ces gens-là à payer. On a dépensé 100 milliards de plus. Il y a plus d'impact sur eux à cause du rapprochement, car nous, on a un océan qui nous protège. Alors, pour Israël et pour Hamas, Israël est celui qui est problématique. Il dit les seuls qui veulent continuer, c'est Hamas. Non, c'est Israël qui veut continuer. Vous devriez les permettre de finir la mission. Il est devenu comme Palestinien parce qu'il n'aime pas, parce qu'il est un Palestinien faible, ce M. Biden. Président Biden, vous avez 1 minute. J'ai jamais entendu quelque chose du genre. C'est une personne qui veut sortir de l'OTAN. Vous ne comprenez pas l'OTAN. Si on sort de l'OTAN, notre force réside dans nos alliances également. Ça peut être un océan énorme, mais on peut éviter, grâce à l'OTAN, une guerre en Europe. Qu'est-ce qui arrive si Poutine contrevient aux règles de l'article 5 de l'OTAN? Une attaque sur un est une attaque sur tous. On dit, voilà, laissez Poutine entrer et continuer de contrôler l'Ukraine et ensuite de passer à la Pologne. Il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Et en passant, j'ai 50 autres nations autour du monde qui soutiennent l'Ukraine, y inclut le Japon et la Corée du Sud, parce qu'eux, ils comprennent que ce genre de dislocation est une menace pour la paix mondiale. Président Trump, juste une question de suivi. Est-ce que vous soutiendrez la création d'un État palestinien indépendant pour atteindre la paix dans la région? Mais avant de le faire, le problème que nous avons, c'est que nous dépensons tout l'argent. Donc, ils nous écrasent avec le commerce. J'ai fait de très bons accords commerciaux, car en fait, économiquement, ils font peut-être le même poids que l'Amérique, si on les prend ensemble, n'est-ce pas, l'Union européenne. Alors, ils ne veulent rien de chez nous, pas d'auto, mais nous, on est supposé acheter leurs aliments, leurs autos et tout. Moi, j'ai changé cela. Mais ce que j'ai changé surtout, c'est qu'ils ne veulent pas payer. Et la seule raison pour laquelle ils peuvent jouer avec l'OTAN, c'est que moi, je les ai fait payer pour tout ce qu'ils dépensent. Et il a raison. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne vais pas soutenir l'OTAN si vous ne payez pas votre juste part. Ils m'ont posé la question, allez-vous nous protéger contre la Russie? Lors d'une rencontre très secrète des 28 États à l'époque, les 28 nations. Et ils ont dit non, si vous ne payez pas votre juste part, je ne vous protège pas. Et savez-vous, des milliards de dollars ont
été payés dans les jours et les mois suivants. Mais là, on est dans le même... On est en train de payer la facture. Maintenant, nous allons parler de la démocratie. Ancien président Trump, je voudrais vous poser une question sur le 6 janvier 2021. Après avoir élu les personnes qui vous ont soutenu, certains sont arrivés au Capitole pour arrêter le vote, le comptage en fait des bulletins de vote. Vous avez juré de défendre la Constitution, de protéger. Que dites-vous aux électeurs qui pensent que vous avez violé ce serment à travers vos actions ou votre manque d'action le 6 janvier et qui se préoccupent que vous allez le refaire? Mais je vais vous parler du 6 janvier. Le 6 janvier, nous avions une très belle frontière. Il y avait très peu de gens qui traversaient. Le 6 janvier, on était indépendant sur l'énergie. Le 6 janvier, on avait les taxes les plus faibles. Nous avons les moins de règlements. Et le 6 janvier, nous étions respectés de par le monde. Tout, partout dans le monde, on nous respectait. Et là, lui, il arrive. Et là, on est vraiment la risée du monde entier. Ce qui est arrivé aux États-Unis, à notre réputation, avec M. Biden, au timon, c'est horrible. Il inclut l'instrumentalisation. Et j'espère qu'on va l'aborder, où il s'attaque à son adversaire politique parce qu'il ne peut pas gagner de façon normale. Vous avez 80 secondes qui vous restent, mais ma question était, qu'est-ce que vous dites à ces électeurs qui pensent que vous avez violé votre serment constitutionnel à travers vos actions et manque d'action le 6 janvier 2021 et qui sont préoccupés que vous allez le refaire? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit de façon pacifique et patriotique. Et Nancy Pelosi, si vous regardez les nouvelles il y a 2 jours, à sa fille, qui est une documentariste, comme on l'appelle, elle dit « Oh non, c'est ma responsabilité, j'étais responsable de cela, car moi, je lui ai offert 10 000 soldats, la garde nationale. » Et elle l'a refusé. Et le maire, par écrit d'ailleurs, le maire a également refusé, le maire de D.C. Ils ont refusé, j'ai offert 10 000 soldats, car moi, je voyais bien. Moi, j'avais rien à faire. Ils m'ont demandé de livrer un discours. Moi, je voyais ce qui se passait. Tout le monde disait, ils vont être là le 6 janvier. Et moi, je dis, vous savez quoi? C'est beaucoup de gens qui vont arriver. On pouvait le sentir, vous aussi. Et vous pouviez le sentir. Et moi, je dis, et on devrait avoir une garde nationale ou quelque chose, une présence militaire. Et l'affaire est là. Elle admet qu'elle a refusé cette offre-là. Et le même jour, je ne sais pas. Elle ne doit pas être très contente de sa fille parce qu'elle l'a montrée comme menteuse. Et là, elle assume toute la responsabilité du 6 janvier. Président Biden? Il a encouragé ces gens à aller au Capitole. D'abord, il s'est assis dans la cuisine du bureau ovale pendant des heures, alors que son vice-président et ses collègues républicains lui disaient de faire quelque chose, lui disaient de mettre fin à tout ça. Et au lieu, il parlait de ces gens comme étant des patriotes, des grands patriotes des États-Unis. En fait, il dit maintenant qu'il va les pardonner pour ce qu'ils ont fait. Ils ont été condamnés et il va annuler leur condamnation. Il est allé à toutes les cours de la nation à de multiples reprises, inclus à la Cour suprême. Et ils ont dit non. Cet individu est responsable de ce qui s'est passé. Il n'a fait rien pour arrêter cela. Et tous ces gens devraient être en prison. Ils devraient être tenus responsables. Il veut tous les libérer, ces personnes. Et maintenant... Merci, Président Biden. Président Trump. Ce qu'ils ont fait à certaines personnes qui étaient tellement innocentes, vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait. Vous avez détruit les vies de tant de gens. Quand ils ont détruit Portland et bien d'autres pays, Minneapolis, au Minnesota, avec les incendies criminels, si j'avais pas amené la garde nationale, les villes auraient été détruites. Ils ont vraiment contrôlé des grands quartiers de Seattle. J'étais prêt à déployer la garde nationale. Ils ont vu la garde s'approcher, ils ont quitté l'endroit. Ce qu'il a dit sur tout ce sujet, c'est tellement à côté de la plaque. Écoutez, le comité, qui est vraiment 2 républicains horribles qui ne sont plus là, et des démocrates, tous des démocrates, ils ont détruit et ont effacé tous les renseignements qu'ils ont trouvés parce qu'ils ont découvert qu'on avait raison. C'est nous qui avions raison. Ils ont détruit toutes les pièces à conviction. C'est eux qui devraient être emprisonnés. Si un républicain l'avait fait, il serait en prison aujourd'hui. J'aimerais vous donner 1 minute. La seule personne ici qui est un criminel est la personne dont je regarde dans les yeux maintenant. Et ce qu'il vous dit est simplement faux.
Le fait, c'est qu'il n'y a eu aucun effort de son côté d'arrêter ce qui se passait au Capitole cette journée-là. Et toutes ces personnes qui ont été